Syndrome du canal carpien. Tout d'abord, si on veut définir ce syndrome, il se définit tout simplement par la compression du nerf médian lors de sa traversée dans le canal carpien. Donc, il traverse le canal carpien, le nerf médian, et quand il est comprimé, on va parler d'un syndrome du canal carpien. Car c'est au niveau du canal carpien qu'il y a compression du nerf médian. Donc, on va faire maintenant une petite révision, on va dire, un petit rappel sur le nerf médian. Le nerf médian, il faut savoir que c'est un nerf mixte, c'est-à-dire qu'il est sensitif, mais en même temps moteur. Donc, il intervient dans la sensitivité et dans la motricité. Donc, pour ce qui est sensitive, donc, faut savoir qu'il innerve les 3 premiers doigts à la face palmaire, comme vous voyez sur le schéma, et la moitié radiale de l'annulaire. Au niveau de la face dorsale, il innerve deuxième, troisième phalange de l'index, du majeur et de la moitié radiale de l'annulaire. Très bien, donc nerf médian, il faut savoir que c'est un nerf périphérique qui, comme on a dit, pour la sensibilité, face palmaire, dorsale, palmaire, retenez-moi bien 3 premiers doigts, là, pour les QCM, il joue vraiment sur ça, les 3 premiers doigts, pour la face palmaire, moitié radiale, c'est-à-dire la face externe euh, voilà, de l'annulaire. On a la face dorsale, deuxième, troisième phalange de l'index majeur et moitié radiale de l'annulaire. Très bien, retenez ça pour la sensibilité. Maintenant, pour la motricité, donc il intervient dans la motricité, tout ce qui est moteur, c'est-à-dire les muscles. Quels sont les muscles donc, qui sont, on va dire, sous un peu, voilà, sous la dépendance un peu du nerf médian? C'est les muscles de l'éminence sténare, le court abducteur, le faisceau superficiel du court fléchisseur et l'opposant du pouce et les deux lombricaux externes. Là, c'est pas très important de retenir ça, mais retenez les muscles de l'éminence sténare, les deux lombricaux externes. Mais bon, la sensibilité, c'est plus ce qui est donc l'objet des QCM. Après, retenez un peu de cette définition que c'est un nerf sensitivo-moteur, c'est-à-dire mixte, qu'il est périphérique et qu'il, donc, quand il est touché, quand il est comprimé, on aura donc une symptomatologie sensitive, donc en premier plan, c'est quand c'est récent, c'est purement sensitif. Et puis, quand c'est à long terme, quand ça évolue à la longue, on pourrait avoir des troubles moteurs quand l'évolution, elle est longue. C'est tout ce qu'il faut retenir. Et les terrains de sensibilité et de motricité comme rappel anatomique. Maintenant, pour tout ce qui est épidémiologiquement. Épidémiologiquement, c'est le plus fréquent des syndromes canalaires. Quand on dit des syndromes canalaires, il y a beaucoup de nerfs qui peuvent être comprimés, beaucoup de structures qui peuvent être touchées. Et quand c'est le nerf médian, quand on parle du nerf médian, c'est-à-dire de compression du nerf médian, c'est-à-dire syndrome du canal carpien, là on va parler d'un syndrome canalaire le plus fréquent, d'un des syndromes canalaires le plus fréquent. Donc il est fréquent. La prédominance elle est féminine, il touche plus les femmes. Et plus c'est en post-ménopause, c'est après la ménopause ou bien en fin de grossesse. Il prédomine du côté dominant pour les travailleurs manuels, ceux qui ont des prothèses, etc. C'est-à-dire il va prédominer dans le côté dominant. Si tu es droitier, il va prédominer à droite. Si tu es gaucher, il va prédominer à gauche. C'est-à-dire c'est avec le membre avec lequel il travaille. Ok. Voilà, mais 50% c'est bilatéral, donc les deux mains. 50% c'est unilatéral. Ok. Très bien, donc plus prédominance féminine et c'est fréquent, c'est ce qu'il faut retenir. Très bien. Maintenant, on a dit que le plus souvent pour la clinique, c'est une symptomatologie sensitive, ok, surtout récemment, quand c'est récent. Puis parfois, il y a des troubles moteurs quand l'évolution, elle est longue, quand c'est depuis longtemps. Quand c'est depuis longtemps, on parlera d'une forme, on va dire, motrice. On va voir par détail donc la clinique. Donc pour ce qui est tout ce qui est clinique, donc faut retenir ce que je viens de vous dire que la forme sensitive, c'est tout ce qui est installation donc récente.
plus fréquemment, c'est quand c'est progressif. Ça commence par une forme sensitive et ça peut rester comme une forme sensitive, hein. Après, on a la forme neurologique, ce qu'on appelle motrice, ce qu'on appelle déficitaire, quand ça évolue. C'est c'est dans les formes évoluées et c'est la moins fréquente. La plus fréquente, c'est l'installation progressive sensitive. Et pour la forme évoluée déficitaire neurologique, c'est la moins fréquente. Donc on commence par la forme sensitive. C'est quoi au fait? C'est des acroparesthésies. Acroparesthésie irradiant à l'avant-bras, parfois jusqu'au coude, avec une recrudescence nocturne au réveil et lors des activités manuelles. Donc, vous allez retenir que c'est des acroparesthésies, qu'elles irradient à l'avant-bras, au coude. Et pourquoi on a parlé d'une recrudescence nocturne au réveil et aux activités manuelles? C'est-à-dire, vous devez faire un diagnostic différentiel ici, dans la forme sensitive, avec la névralgie cervico-brachiale, ou bien ce qu'on appelle les cervicalgies. Donc là, ça va se présenter plus par des cervicalgies. Donc là, on peut avoir une compression radiale dans les cervicalgies et ça va irradier vers la main. Ok, donc c'est un diagnostic différentiel. Mais il faut savoir que vous pouvez faire la différence parce que ces paresthésies, ces fourmillements, cette forme sensitive dont on parlait, donc là déjà il y a une recrudescence nocturne au réveil et lors des activités manuelles, ça c'est très important, et qu'elles disparaissent en secouant la main ou bien en la trempant dans l'eau chaude. C'est-à-dire là, à l'examen, donc quand je parle d'un diagnostic différentiel qui est la névralgie cervico-brachiale ou bien les cervicalgies, vous allez bien évidemment faire un examen du rachis cervical. Vous allez demander si le patient a des cervicalgies et si les paresthésies disparaissent en secouant la main ou en la trempant dans l'eau chaude, là ça m'oriente plus vers le syndrome du canal carpien. Et à l'examen clinique, comme j'ai dit, là, tout ça c'est à l'interrogatoire. Après, à l'examen clinique, il y a des manœuvres qui peuvent donc reproduire ce syndrome du canal carpien, reproduire ces acroparesthésies, reproduire ces paresthésies. On parle, là aussi, c'est l'objet des QCM, c'est le test de Tinel et le test de Fallin. Le test de Tinel, c'est en fait, quand vous voyez dans la figure numéro 3, c'est une percussion de la face antérieure du poignet. Quand je percute la face antérieure du poignet, j'aurai donc chez mon patient des paresthésies, des acroparesthésies qui vont irradier à l'avant-bras et parfois jusqu'au coude, qui vont avoir donc ce caractère de fourmillement de paresthésie quand je percute la face antérieure du poignet. Et le phalin, comme c'est marqué dans la figure numéro 4, c'est la flexion forcée du poignet pendant 1 minute qui va reproduire toujours les acroparesthésies. Très bien. Voilà, on a dit que dans ces formes sensitives qui sont pures, il n'y a pas de troubles moteurs. Dans les formes sensitives, c'est-à-dire quand je dis sensitive dans votre tête, il faut être automatique, il faut parler de récent. Donc il n'y a pas de troubles moteurs. Les troubles moteurs, les troubles déficitaires dont on va parler juste après, sont l'objet de l'évolution. Donc pour les formes déficitaires, les paresthésies, elles vont devenir ici permanentes. C'est pas juste au réveil, avant de se coucher et aux activités manuelles. Non, là, ça devient permanente. Elles deviennent permanentes et elles vont s'accompagner d'une maladresse de la main, d'un déficit de la force du pouce opposant au court abducteur, ces muscles-là. Et il va s'accompagner aussi d'une amyotrophie du versant latéral de l'éminence ténare. Très bien. Très très bien. Donc là, c'est les signes associés dans la forme déficitaire. Maintenant, qu'est-ce qui fait que on aura... Qu'est-ce qui fait que... Donc là, les formes déficitaires, je récap, c'est la forme évoluée. Ok, c'est la forme évoluée. La maladresse de la main, vous aurez des objets qui tombent, vous aurez le déficit de la force du pouce parce que les muscles qui entourent le pouce sont touchés et une amyotrophie de l'éminence ténare, donc une amyotrophie des muscles. Donc retenez, forme déficitaire, ça touche les muscles. Donc la main, pour qu'elle fasse un objet codifié et orienté, il faut qu'il y ait de bons muscles. Donc là, il y aura une maladresse, il y aura un déficit de la force et il y aura aussi l'amyotrophie. Très bien. Pour ce qui est de tout ce qui est étiologique, pour le syndrome du canal carpien, il faut savoir que c'est idiopathique.
quand on parle idiopathique, vous voyez, si on décompose le mot, on va parler d'idiot hépatique. C'est-à-dire idiot, il ne sait pas. C'est l'ignorance hépatique. Donc on ne sait pas, c'est une cause inconnue. C'est une cause idiopathique. On ne la connaît pas encore. Ok. On n'a pas encore atteint le savoir pour savoir donc d'où ça vient ce syndrome du canal carpien dans 50% des cas. Mais dans les 50% des cas restants, ça peut être de causes traumatiques comme le calvicieux, les séquelles de fractures, les activités professionnelles, les sportifs et tout. Donc là, vous voyez que c'est un traumatisme qui fait qu'on aura le syndrome du canal carpien comme séquelle. Ça peut être de causes endocriniennes, c'est-à-dire la grossesse, l'hypothyroïdie, le diabète, c'est-à-dire tout ça, c'est le mécanisme d'œdème, c'est par œdème, c'est les œdèmes qui vont faire qu'on aura, donc quoi, on aura la compression du nerf médian, ce qui va faire dans la clinique, ça va nous donner des acroparesthésies au niveau de l'avant-bras qui peuvent irradier vers le coude, qui sont nocturnes au réveil et aux activités manuelles. Donc ça va nous faire que on aura ce syndrome du canal carpien. Et on a aussi, donc quand je vous dis endocrinien et tout, donc vous allez retenir que œdème, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais faire un bilan rénal automatiquement. Et on parle d'hypothyroïdie de thyroïde, donc la TSH aussi, elle est obligatoire. Donc là, vous devez l'écrire en rouge, le souligner en vert, l'entourer en noir et dire que le bilan rénal et la TSH sont obligatoires dans le syndrome du canal carpien. Ok? Parce que la grossesse, c'est-à-dire les œdèmes, l'hypothyroïdie, c'est-à-dire la TSH, le diabète, c'est-à-dire aussi les œdèmes, tout ça, c'est très important de savoir qu'un bilan rénal et une TSH on la demande. D'ailleurs, dans les remarques, on vous dit, lors de suspicion d'un syndrome canalaire, le bilan rénal et le dosage de la TSH sont systématiques. Très bien. Maintenant, on a d'autres causes, comme les causes rhumatismales. La polyarthrite rhumatoïde en premier plan. La polyarthrite rhumatoïde, elle va nous donner plus des ténosynovites bilatérales, symétriques, inflammation des tendons des fléchisseurs. Ça peut révéler la polyarthrite rhumatoïde, ok? Voilà. Faut savoir que la polyarthrite rhumatoïde, elle aime, elle adore, elle est en relation amoureuse avec les poignets. Du coup, un syndrome du canal carpien par polyarthrite rhumatoïde, ce n'est pas des moindres, ok? Ça peut aussi être causé par des dépôts intracanalaires de microcristaux. Donc, quand vous allez entendre les microcristaux, vous allez penser à la goutte qui est très rare. Ça touche plus la première métacarpophalangienne. Plus. Elle aime aussi les genoux. Elle touche rarement les poignets et la goutte, hein. Et puis, voilà, j'ai dit première métacarpophalangienne au niveau du pied et le genou. Voilà. Et la chondrocalcinose articulaire, la CCA, donc là, ça peut toucher les poignets. C'est plus inflammatoire que mécanique, ok? Et puis, vous avez aussi l'amylose, oui. Donc, j'ai dit TSH, bilan rénal, c'est systématique et que le syndrome du canal carpien peut récidiver, notamment si l'étiologie, bien sûr, n'a pas été traitée. Donc, lors de la suspicion d'un syndrome canalaire, le bilan rénal et le dosage de la TSH sont systématiques. Le syndrome canalaire peut récidiver, notamment si l'étiologie n'est pas traitée. Donc là, on a quand même compris assez de choses. Maintenant, après avoir fait notre interrogatoire, nos examens cliniques, nos étiologies, on a cherché un peu tous les terrains qui existent, on va passer aux examens paracliniques. Donc là, on vous a bien dit en cas de doute, si vous doutez, c'est pas toujours qu'on fait des examens paracliniques pour un syndrome du canal carpien. Donc là, si vous doutez, vous pouvez faire en 1 l'échographie du poignet. Pourquoi? Là, vous pouvez trouver à l'échographie une augmentation de la surface du nerf médian, un épaississement. Là, c'est en premier lieu. Ça peut aussi permettre des gestes éco-guidés, c'est-à-dire lors de l'infiltration de corticoïdes dans les traitements, on va voir des corticoïdes retard. Donc là, on est dedans. À l'échographie, ça nous guide où exactement on va aller. Donc, échographie,
au niveau de la face antérieure du poignet pour voir soit l'épaississement à la surface du nerf médian, mais ça permet surtout des gestes éco-guidés pour infiltrer des corticoïdes au retard. Donc retenez, premier truc en cas de doute ou bien en cas de geste thérapeutique, c'est l'éco-guidé pour donner des corticoïdes. Ok. Deuxième truc, c'est l'EMG. L'EMG, faut savoir qu'il est normal dans les formes débutantes. Donc, s'il est normal, ça ne veut pas dire, ça n'élimine pas le diagnostic. Ok. Mais il faut savoir qu'il confirme l'atteinte du nerf médian. Quand ce n'est pas normal, ça confirme l'atteinte du nerf médian. C'est médico-légal de le demander en préopératoire. Il faut savoir que si on n'a pas de syndrome du canal carpien à l'EMG, on ne va pas opérer. Sans EMG, on ne peut pas opérer. Donc l'EMG, vous l'avez compris, c'est plus en préopératoire. Dans les formes débutantes, c'est plus normal. Donc s'il est négatif, ça peut être débutant, donc ça n'élimine rien. Mais s'il est positif, si on trouve quelque chose au niveau du nerf médian, si on trouve cette compression, ça peut confirmer l'atteinte du nerf médian et il y a un intérêt médico-légal en préopératoire. C'est-à-dire, je ne vais pas opérer des formes débutantes qui sont normales peut-être à l'EMG. C'est vrai que c'est normal, ça peut que ça soit donc normal carrément, il y a pas de peut-être il n'y a pas de syndrome du canal carpien, mais ça n'élimine rien. Ok, ça peut être une forme débutante et une forme débutante n'est pas opérable, donc je vais attendre jusqu'à avoir un EMG qui est pathologique. Là, ça va confirmer mon syndrome du canal carpien, ça va me donner le droit de faire une chirurgie. Donc si pas de syndrome canalaire à l'EMG, pas de chirurgie. Donc pourquoi? Parce que c'est dans les formes avancées où la chirurgie est indiquée quand il y a des signes à l'EMG. Donc on va récapituler. On a pour l'instant deux examens paracliniques qu'on a vus. L'échographie, c'est plus pour avoir une écho guidée, pour infiltrer les corticoïdes. Ok. Il faut savoir que les corticoïdes, c'est le premier traitement, c'est le traitement de première intention dans le syndrome du canal carpien. Et puis, on pourrait faire un EMG dans les formes avancées s'il y a des signes. Donc, on va adresser notre malade en orthopédie. Donc, quand ça évolue depuis longtemps, il y a des signes à l'EMG, ça me donne droit à faire la chirurgie quand elle est indiquée dans les formes avancées. Troisième et dernier examen paraclinique à retenir dans le syndrome du canal carpien, c'est la radio du poignet. La radio du poignet peut mettre en évidence une anomalie osseuse qui va expliquer la compression, comme une fracture, une luxation, c'est-à-dire une radio du poignet peut nous donner des signes indirects de compression du canal carpien, c'est-à-dire je trouve une fracture, je trouve une luxation, tout ce qui peut comprimer mon nerf médian, ça va me donner comme signe indirect cette compression, c'est-à-dire c'est la fracture qui a donné indirectement cette compression. Bon, ça c'est... Voilà, quand on n'a pas d'étiologie, on veut savoir c'est quelle étiologie, on n'a rien retrouvé, pas d'œdème, pas de grossesse, pas d'endocrino, pas de rhumatismal et tout, on peut faire une radio du poignet pour mettre en évidence tout ce qui est traumatique. Très bien. Donc, si je récapitule un peu pour les examens paracliniques, j'en ai trois. J'ai mon échographie, surtout pour les corticoïdes. J'ai mon EMG, surtout pour les formes avancées en préopératoire. J'ai ma radio du poignet pour chercher une fracture ou bien une luxation. On a tout compris. Et puis, on a notre traitement. On arrive au traitement. Donc, le traitement, il y a deux volets. Il peut être médical en premier lieu, indiqué dans les formes sensitives pures. Attention, pas dans les formes motrices, pas dans les formes motrices. C'est-à-dire, quand je dis motrice, il y a d'autres synonymes. Motrice ou bien déficitaire ou bien neurologique, c'est la même chose. Donc, médical, c'est indiqué dans les formes sensitives pures. Voilà. Donc là, associé, il n'y a pas que le médicament que je vais donner, mais je vais l'associer à un port d'une attelle de repos pour immobiliser le poignet et les doigts en position neutre. Donc, il faut savoir que tant que ça bouge, le nerf va être comprimé et le nerf va souffrir. Donc là, après avoir porté cette attelle de repos, je vais injecter des corticoïdes à l'aveugle, si c'est accessible, ou bien éco-guidé, si c'est plutôt difficile, ou
où on va injecter ces corticoïdes, c'est dans le canal carpien, c'est-à-dire c'est entre le tendon du long palmaire infléchisseur radial du carpe, c'est pas très important pour vous. Voilà, là, l'aiguille, en regard du second pli palmaire aiguille incliné à 30 degrés en bas. Là, c'est mieux de le voir, peut-être en échographie. Dans l'unité d'échographie en rhumatologie, on en fait beaucoup chaque jour de ces infiltrations corticoïdes au niveau du poignet. Là, quand vous voyez qu'on est en train d'injecter des corticoïdes au niveau du poignet, il faut savoir que cette personne-là donc a un syndrome du canal carpien et donc on va soit éco-guider, soit à l'aveugle injecter des corticoïdes plus port d'une attelle de repos pour immobiliser les doigts et le poignet. Très bien. Après avoir fait ce traitement médical, s'il y a un échec du traitement médical, il y a indication au traitement chirurgical. Ou bien d'emblée, parce que on a dit dans les formes sensitives pures c'est médical, mais dans les autres formes déficitaires, amyotrophiques, les formes de compression, ok, de compression neurologique, c'est-à-dire on vous dit ici le chirurgical, c'est quand il y a échec du traitement médical dans les formes déficitaires neurologiques, amyotrophiques ou compressives, ok? Dans ces cas-là, on va faire un traitement chirurgical. Il consiste en quoi? En une neurolyse du nerf médian. C'est un peu couper, agrandir la surface. C'est la section des ligaments, ok? On va agrandir la surface pour lever la compression du nerf médian et le laisser respirer, tout simplement. Si je veux faire simple. C'est une section du ligament annulaire antérieur. C'est ce qu'on appelle la neurolyse du nerf médian. C'est pas, on va pas liser le nerf, hein, mais on va liser un peu les ligaments qui l'entourent, le ligament antérieur pour le laisser respirer. Très bien. Et n'oublions pas le traitement prophylactique, la tête de fonction, l'aménagement du poste de travail, éviter la bilatéralité ou l'aggravation. Donc là, il n'est pas indiqué dans tous les cas. Le traitement prophylactique, c'est surtout la telle de fonction et l'aménagement du poste de travail, c'est-à-dire il est indiqué en cas d'activité professionnelle favorisante, c'est-à-dire une personne qui y a une profession, c'est cette profession-là qui lui a donné ce syndrome du canal carpien, donc il doit toujours faire des mouvements répéter des poignets et l'utilisation d'appareils vibrants. Donc là, c'est son travail. Donc là, on va faire quoi? Il ne peut pas le laisser. On va faire quoi? On va aménager son poste de travail de sorte que on va éviter que l'autre membre, l'autre poignet, l'autre main soit touché. Donc on va éviter l'aggravation, la bilatéralité en donnant des attelles de fonction et en aménageant son poste de travail. Donc, si je vais récapituler, je donne mon traitement médical qui consiste en lattelle de repos en immobilisant le poignet, les doigts et voilà, le poignet, les doigts et tout. Faut donner cette attelle de repos, ok? Et aussi, je vais donner des corticoïdes que je vais injecter dans ce site-là du canal carpien. S'il y a échec, c'est une indication en traitement chirurgical, c'est la première indication. J'ai d'autres indications en traitement chirurgical. C'est les formes déficitaires, les formes compressives et les formes amyotrophiques. Ok? C'est un peu quatre indications, si je veux dire, à la chirurgie qui consiste en la section du ligament annulaire antérieur pour laisser le nerf médian respirer. Et j'ai la prophylaxie. La prophylaxie, c'est pour éviter la bilatéralité, l'aggravation chez les personnes qui y ont pour cause une profession. Pour cause de ce syndrome du canal carpien, c'est la profession. Donc là, je vais aménager leur poste de travail de sorte à éviter toute aggravation. Et je vous remercie.